À la nuit tombée, un navire atteint une bouée située à quelques kilomètres des côtes de San Francisco. Cette bouée marque l'emplacement d'un câble sous-marin qui se déroule sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Asie. Ce soir, on le hisse à bord pour une intervention délicate. On va le déposer là-bas. Essayez de le poser sur le pont. C'est qu'il ne s'agit pas d'un câble ordinaire. Une fois sur le bateau, il doit être manipulé avec d'infinies précautions. Des heures durant, on ôte les couches successives d'acier et de caoutchouc afin de mettre au jour l'extraordinaire cœur du câble, constitué non de métal, mais de plusieurs dizaines de minces fibres de verre. Ce verre, le plus pur jamais fabriqué, a changé le monde. L'étape cruciale de l'opération consiste à relier le câble asiatique à celui qui regagne les États-Unis. On aligne les fibres au microscope avant de les souder. Désormais, informations et données circuleront en continu de San Francisco à Shanghai. Un tel réseau n'est que le dernier effort en date parmi tous ceux que les hommes entreprennent pour communiquer entre eux. Dans cette véritable épopée, scientifiques, ingénieurs et hommes d'affaires tentent de repousser les limites de la nature. Leur quête les a menés à la technologie de la fibre optique qui associe les formidables propriétés de la lumière à la magie cristalline du verre. Il y a 3000 ans, on ne pouvait guère faire porter les messages vitaux que par des hommes. Les informations urgentes mettaient plusieurs mois à traverser les mers et les continents. Depuis, on s'efforce de faire mieux et on a fait preuve au fil des siècles d'une remarquable ingéniosité. Pour annoncer la chute de Troie, on eut recours à un système de bûchers enflammés selon un code préétabli. La nouvelle se transmit ainsi d'île en île sur plus de 500 km. Mycène, située dans le sud de la Grèce, a pris la victoire en quelques heures. On a envoyé de nombreux messages extrêmement importants grâce à ce système. La chute de Troie, l'arrivée de l'armada espagnole. Mais le problème qui se pose avec ce moyen de communication, c'est qu'il faut se mettre d'accord avant sur la signification des feux. Impossible d'expédier un message spontané. Venez prendre le thé demain, par exemple. Et puis, peu de gens y avaient accès. Seule l'élite, la classe dirigeante et les militaires avaient recours à ces systèmes. Rien ne change pendant plusieurs millénaires, jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, un visionnaire français du nom de Claude Chappe entre en scène. L'homme, qui court après la gloire et la fortune, va réaliser une série de hautes tours de communication. Grâce à un financement d'État, Chappe construit plusieurs centaines de tours comme celle-ci. Chacune porte à son sommet de grands bras articulés qu'on distingue parfaitement à la longue vue depuis les tours voisines. Les diverses positions des bras permettent de représenter toutes les lettres de l'alphabet. Des messages précis, reliés d'une tour à l'autre, circulent ainsi dans toute la France. On pouvait expédier des messages à l'autre bout de la France en quelques minutes. Ils circulaient à plusieurs centaines de kilomètres par heure, bien plus vite qu'un courrier à cheval. Avant, ça aurait été totalement impossible. Napoléon, qui admirait beaucoup l'invention de Chappe, a fait étendre le système à toute la France jusqu'en Espagne. La première chose qu'il a faite lorsqu'il a pris le pouvoir a été d'envoyer un message pour l'annoncer. Mais le dispositif de Chappe présente de lourds inconvénients. Le problème quand on transmet un message d'une tour à l'autre, c'est que s'il se met à pleuvoir, si le temps est couvert ou s'il y a du brouillard, on ne distingue plus les signaux. C'est embêtant de dépendre du climat, parce qu'il peut faire mauvais pendant au moins une semaine. Il peut aussi neiger, une tempête peut se lever. Ce n'est pas un système fiable.
En dépit ou à cause de tous ces défauts, l'invention de Chappe va inaugurer une nouvelle ère de la communication humaine. Son inventeur, en revanche, connaîtra un sort moins enviable. Vers la fin de sa vie, Chappe est devenu un peu bizarre, paranoïaque. Il craignait qu'on vienne lui voler ses idées et il estimait qu'on ne lui avait pas accordé suffisamment de crédit. Il a fini par se suicider en se jetant dans un puits. Peu après, l'œuvre de sa vie se trouve éclipsée par un moyen de communication plus performant. Le télégraphe, efficace de jour comme de nuit et par tous les temps. Grâce au code Morse, dans lequel les lettres de l'alphabet deviennent des combinaisons de points et de traits, la nouvelle invention part à la conquête du monde des affaires. Savoir, c'est pouvoir. Si dans le domaine des affaires, vous apprenez quelque chose un peu avant les autres, vous aurez une longueur d'avance. Faire circuler rapidement l'information d'un bout à l'autre de la ville, du pays ou du monde, ça compte donc énormément pour le monde des affaires. Vers le milieu du 19e siècle, ceux qui ont de quoi payer pour faire envoyer des télégrammes communiquent ainsi à toute vitesse et sur de longues distances. Toutefois, ils ne peuvent le faire que sur la terre ferme. Les océans constituent en effet un terrible obstacle. Il faut plusieurs semaines pour acheminer les messages par bateau d'une rive à l'autre de l'Atlantique. De tels délais ont parfois de funestes conséquences. En 1815, les troupes anglaises livrent bataille contre l'armée américaine à la Nouvelle-Orléans. Le combat, qui dure plusieurs jours, va faire des milliers de victimes. Pourtant, la guerre est terminée depuis plusieurs semaines. Le traité de paix avait été signé, mais cela s'était passé à l'autre bout du monde. Les soldats n'avaient pas encore appris la nouvelle. Cette bataille s'est donc avérée aussi meurtrière qu'inutile. De pareilles tragédies vont en inspirer plus d'un. Il faut, disent-ils, faire passer un câble télégraphique à travers l'Atlantique. Mais l'océan est immense. Dans sa plus petite largeur, entre Terre-Neuve et l'Irlande, il mesure quelques 3000 km, atteignant par endroits 4000 mètres de profondeur. Le défi est de taille, mais l'entrepreneur Cyrus Field y voit aussi une formidable opportunité. Sa plus grande qualité, c'était sa totale ignorance en matière de télégraphie. S'il y avait entendu quelque chose, il en aurait conclu que c'était impossible. Mais lui, il a deviné qu'on réaliserait d'énormes profits si on parvenait à relier l'Europe et l'Amérique. Alors il s'est lancé. Malgré les sceptiques qui lui prédisent l'échec, Cyrus Field met son plan à exécution. 2 navires poseurs de câbles, le Niagara et l'Agamemnon, se retrouvent au cœur de l'Atlantique. Là, on assemble les 2 câbles, puis les bateaux repartent dans des directions opposées. Contre toute attente, l'entreprise réussit. La reine Victoria et le président américain Buchanan échangent des messages de politesse. La reine est très heureuse de communiquer ainsi avec le président et de lui renouveler ses vœux de prospérité pour les États-Unis. Mais quelques semaines plus tard, un court-circuit se produit. Le câble ne fonctionne plus. Soit ils essayaient de le réparer, soit ils décidaient de reprendre la pose du câble dans son intégralité. Quand votre câble se trouve à plusieurs kilomètres sous la surface de l'océan, vous ne pouvez guère que lever les bras au ciel. Il faut poser un nouveau câble, on ne peut pas récupérer le premier au fond de l'océan. Le nombre de tentatives qu'ils ont effectuées prouve l'importance qu'ils accordaient à cette liaison transatlantique. Nullement découragé par ses revers, Cyrus Field retourne aux planches à dessin. Il exige qu'on revoie la conception du câble. Cette fois, on réalise un câble unique de 3400 km de long. On l'embarque à bord du Great Eastern, seul navire de l'époque capable de supporter ses 4500 tonnes de cuivre. En juillet 1865, le bâtiment appareille pour Terre-Neuve.
Mais à quelques centaines de kilomètres du rivage, le câble se rompt et coule. Cyrus Field s'acharne et en juillet 1866, après 12 années d'efforts, il réalise enfin son rêve. Dès lors, les deux continents ne se trouveront plus jamais séparés l'un de l'autre. L'entrepreneur se lance ensuite dans d'autres aventures, mais d'investissements hasardeux en associés malhonnêtes, il perd toute sa fortune. Il mourra dans la misère en 1892. En attendant, le succès est éclatant. Néanmoins, un problème essentiel se pose. Chaque câble ne peut transmettre qu'un seul message à la fois. Les compagnies de télégraphe ne peuvent en tirer suffisamment pour satisfaire la demande. Les inventeurs vont donc tâcher de faire passer plusieurs signaux sur un seul câble. Parmi les novateurs se trouve un professeur qui enseigne auprès des sourds, Alexander Graham Bell. Pour augmenter la capacité des câbles, il propose d'utiliser le multiplex, un système de son invention. Les signaux télégraphiques y apparaissent comme autant de notes de musique. Supposons que Tonton désire parler à Tata. Tonton se trouve sur cette note. On va pouvoir envoyer son signal sur cette note. On peut aussi expédier un autre signal sur cette note-là. On réalise un multiplex, on combine les notes. Bell a tôt fait de comprendre qu'en associant plusieurs messages sur un câble unique, on peut aller bien au-delà du seul télégraphe et de ses progrès. Il découvre alors presque par accident, tandis qu'il règle son appareil de télégraphie multiplex, que la voix peut aussi circuler dans les câbles. Or, son père était enseignant auprès des sourds et lui-même leur apprend à parler. Il tient donc énormément à cette histoire de voix. D'autres inventeurs ont aussi découvert qu'on peut faire circuler la voix humaine dans un câble, mais pour eux, c'est de l'ordre du gadget. Bell, au contraire, décide d'aller plus loin pour tenter de concevoir un dispositif qui fonctionne vraiment. C'est ainsi qu'il se retrouve à l'office des brevets quelques heures avant son concurrent. C'est donc à lui qu'on a attribué l'invention du téléphone. Ça paraît inouï, mais au tout début de l'ère des télécommunications, des tas de gens étaient persuadés que ça ne marcherait jamais. Le télégraphe répondait, selon eux, à tous leurs besoins. Certains se sont moqués d'Alexander Graham Bell. Ils se demandaient à quoi pourrait bien servir un engin qui permettrait de parler d'une pièce à l'autre, d'un bout de la ville à l'autre, voire d'un bout de l'État à l'autre. L'usage du téléphone va pourtant se répandre dans les villes d'abord, puis dans tout le pays. Les Américains deviennent insatiables. L'inventeur, lui, entrevoit une façon plus élégante de transmettre des messages en se passant de tous ces câbles disgracieux. En 1880, Bell dépose un brevet pour un nouvel appareil de communication. Il a cette fois délaissé les câbles et l'électricité au profit du miroir et des rayons lumineux. Son invention, il la baptise photophone. 100 ans avant le rayon laser, il a l'idée d'utiliser la lumière pour faire circuler un message par la voie des airs, grâce à un rayon lumineux. L'engin est extraordinaire. La voix, amplifiée par un microphone, fait vibrer un miroir. Venez, Watson, j'ai besoin de vous. Lorsqu'il vibre, ce miroir